Bonjour à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour répondre à un des commentaires que j'ai reçu sous ma dernière vidéo. Mais si je veux être un bon gestionnaire, je ne dois pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc au niveau de la gestion de mon patrimoine, je vais devoir à un moment me séparer de mon Bitcoin afin d'acquérir par exemple un bien immobilier dans les BRICS. En fait, ce que tu nous proposes, c'est d'attendre que Bitcoin soit adopté comme moyen de paiement partout, mais tu ne dis pas quand on va arriver, ni où, ni quelles seront les stratégies adoptées par ces pays pour garder la confiance en la monnaie, comme par exemple en Belgique où ils ont indexé les salaires sur l'inflation. Alors, pour résumer toutes ces interrogations, on peut les résumer dans ne faut-il pas diversifier? Quand Bitcoin sera-t-il adopté comme moyen de paiement et où? Et les pays voudront maintenir la confiance en leur monnaie, par exemple via des salaires indexés sur l'inflation. N'est-ce pas un risque pour Bitcoin? C'est tout ça que l'on va discuter dans cette vidéo. La première question étant, ne faut-il pas diversifier? Alors, si tu te poses la question, c'est que tu ne dois pas être à 100% exposé à Bitcoin. Pour être à 100% exposé sur le même actif, il faut être suffisamment convaincu à titre personnel que c'est la meilleure décision. Probablement qu'il te reste encore des choses à apprendre sur Bitcoin. Par exemple, dans le cas de Michael Saylor que l'on connaît publiquement, c'est après avoir passé 1 millier d'heures à étudier Bitcoin qu'il a considéré que Bitcoin est le meilleur When I actif. got to 100 hours, I started thinking, hey, this is better than gold. This is a really good idea, a digital asset. And when I got to 1,000 hours, I realized that this is probably the best asset. And then somewhere past a few thousand hours, you start to conclude this is an instrument of economic empowerment. This represents property rights for 8 billion people. Donc c'est passé 1 millier d'heures qu'il a considéré que c'est le meilleur actif. Et comme le dit Warren Buffett, qui a été la personne qui a été considérée comme le meilleur investisseur de tous les temps, la diversification, ça protège contre l'ignorance, mais ça fait peu de sens si tu sais ce que tu es en train de faire. Effectivement, la diversification te permet, lorsque tu ne connais pas à 100% tous tes actifs, de limiter ton risque via de l'exposition à plusieurs actifs. Mais si tu as fait tes recherches et que tu es convaincu et que tu es à titre personnel à 100% sûr que tu fais le meilleur investissement, ça limite l'importance de cette diversification. Et pourquoi d'ailleurs se diversifier ? Tu investis pour préserver ton pouvoir d'achat. L'euro se dévalue constamment, alors que possiblement une maison, une action va te faire gagner en pouvoir d'achat à l'inverse. Mais si je te disais que ton pouvoir d'achat gagnait déjà au fil du temps, c'est ça Bitcoin, c'est le fait d'avoir une monnaie qui gagne déjà constamment en pouvoir d'achat. Et donc pourquoi investir dans ce cas-là? Tous les prix chutent et continueront de chuter contre Bitcoin, car seul Bitcoin représente la propriété ultime. Seul Bitcoin est inélastique à la demande et seul Bitcoin ne peut pas être produit. Lorsque tu détiens un Bitcoin, tu détiens un pourcentage précis et fini du pourcentage de l'ensemble de la masse monétaire de Bitcoin. Un pourcentage que rien ni personne ne pourra diluer, même pas plus de demandes. Tu détiendras toujours le même pourcentage de l'ensemble de la masse monétaire et rien ni personne ne peut te confisquer ton Bitcoin. À l'inverse de par exemple un titre de bourse ou encore un titre de propriété qui est dans le registre de l'État, le registre de Bitcoin est décentralisé et rien ni personne ne peut unilatéralement changer ce registre. Et donc mathématiquement, l'immuabilité de Bitcoin, le fait que ce soit la propriété ultime, etc., fait de Bitcoin le meilleur investissement possible, l'apex property, comme le dit Michael Saylor. Et on voit par exemple le prix médian des nouvelles maisons aux États-Unis chuter contre Bitcoin. De la même manière, le prix moyen d'une maison en Angleterre chute contre Bitcoin, à l'inverse bien sûr de si on était en train de comparer en USD. Il faut trouver la meilleure action de l'ensemble du panier des actions pour réussir à trouver la seule action qui a battu Bitcoin sur les 2 dernières années. C'est Nvidia est la seule action ayant battu Bitcoin. Il aurait fallu que vous trouviez celle-ci pour pouvoir réussir à dire que vous auriez battu Bitcoin sur les 2 dernières années. Et même en prenant la best performing de toutes les dernières années, vous seriez quand même extrêmement down comparé à Bitcoin sur le long terme. Donc il aurait fallu que vous soyez très chanceux pour trouver une meilleure action que Bitcoin et même celle-ci ne fait pas le poids sur le long terme
contre Bitcoin. Si t'aimes cette vidéo jusqu'à présent, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, mais également surtout de liker cette vidéo. Sans le like, je n'ai pas de visibilité. Donc si t'aimes cette vidéo, je t'encourage fortement à la liker. Comme tu le vois, je réponds également aux commentaires. Là, en l'occurrence, en vidéo, si le sujet est assez ample, mais au minimum, je réponds à tous les commentaires. Et également, partage cette vidéo à un collègue, à quelqu'un de ta famille ou à un pote à qui ça peut intéresser. Alors moi, je suis exposé à plus de 99% sur Bitcoin. Bien sûr, ça n'a pas toujours été le cas et c'est au fil du temps où je me plongeais de plus en plus profond dans le Bitcoin que mon allocation a augmenté. C'est là où mon point initial, n'investis jamais à 100% dans quelque chose dont tu n'es pas personnellement convaincu. Et à présent, si je pouvais être à 100% sur Bitcoin, je le serais. Mais faire ces achats tous les jours en Bitcoin, c'est encore impossible. Ce qui m'amène à la seconde question, quand et où ? Comme l'avait expliqué Saif Dinamous, si ma mémoire est bonne, c'est dans le podcast de Lex Fridman, un podcast d'environ 3 heures, mais extrêmement intéressant que je vous recommande d'écouter. Dans l'histoire, il faut d'abord qu'une monnaie devienne une réserve de valeur avant d'être une monnaie d'échange. Alors, je ne me suis pas refrappé l'ensemble du podcast, mais tout simplement, j'ai demandé confirmation à ChatGPT pour le bien de cette vidéo. Et comme il nous l'a dit, les premières formes de monnaie étaient souvent des biens ayant une valeur intrinsèque. Par exemple, les métaux précieux comme l'or et l'argent étaient largement appréciés pour leur rareté, leur durabilité et leur beauté. Ces métaux étaient donc naturellement utilisés comme réserve de valeur et c'est qu'une fois qu'un bien est largement reconnu pour sa valeur intrinsèque que les membres d'une société ont confiance en cette valeur et il devient pratique de l'utiliser comme moyen de paiement et c'est alors que l'or et l'argent par exemple ont été frappés en pièces facilitant ainsi les transactions quotidiennes et là il va nous donner plusieurs exemples. Ensuite je lui ai demandé quelques sources, ces sources-là je vous les mettrai en description de cette vidéo. Et donc ce sera qu'une fois que Bitcoin aura gagné en réserve de valeur que ça deviendra une monnaie d'échange. Ce n'est pas encore important que tu ne puisses pas faire tes courses en Bitcoin. Pour le moment, on est en train de gagner du terrain sur l'or et c'est tout ce qui importe. Bitcoin, c'est 1/12e de la capitalisation de l'or. Simplement, il y a énormément de place pour grossir alors que Bitcoin est nettement supérieur aux fondamentaux de l'or. C'est 15 centièmes de la bourse, c'est un 130e du marché des obligations, un 320e du marché de l'immobilier. Au fil des prochaines années ou décennies, les populations mondiales s'apercevront de plus en plus de la propriété ultime que représente Bitcoin et celle-ci s'implantera comme la réserve de valeur ultime. Seulement ensuite, il aura son importance comme monnaie d'échange. Et certainement que Bitcoin va grappiller sur ces marchés. Au fur et à mesure que Bitcoin grossira, ces marchés perdront leur premium, cette surévaluation par rapport à l'utilité qui provient de la dévaluation monétaire. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet qui s'affiche dès maintenant. Et là où il sera certainement le premier à être accepté facilement, ce sera dans les pays où le besoin est le plus grand. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes vivent sous une inflation à 2 chiffres. 1,5 milliard de personnes subissent une surveillance financière intense. Il y a 4,3 milliards de personnes qui vivent sous des gouvernements autoritaires dans 95 pays sans droit de propriété. Et pour remettre dans le contexte, seulement 2% d'inflation annuelle, ça équivaut à une dévaluation de ton pouvoir d'achat de 50% sur 35 ans. Donc, c'est 50% de ton temps de travail des 35 dernières années qui est volé. Et ça, c'est si vous avez seulement 2% d'inflation. Faites le calcul pour ces milliards d'autres êtres humains qui vivent sous une inflation à minimum 2 chiffres. Et c'est colossal. Et je vais vous le dire à titre personnel, lorsque je suis en Amérique latine, il me faut 5-10 minutes pour orange pill quelqu'un parce qu'il comprend instantanément. Je lui parle d'une politique monétaire inchangeable que aucun gouvernement ne peut mettre la main dessus. Et ça clique, les personnes comprennent instantanément comparé à en Europe où on a moins eu cette urgence, où on n'a pas eu ces exemples de notre passé où notre pouvoir d'achat est totalement passé par la fenêtre en l'espace de quelques mois ou quelques années à cause de politiques, à cause de dictateurs ou de gouvernements mal gérés. Et pour répondre à ta troisième question, les pays voudront maintenir la confiance en leur monnaie, par exemple via des salaires indexés sur l'inflation. Moi j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils vont aussi fixer le problème de la dette, l'emprise sur les pays émergents par la dette, les bail-outs, parce que pour rappel, donc les bail-outs, les renflouements des banques, lorsque tu as eu dans le premier bloc de Bitcoin le message de Satoshi Nakamoto, Chancellor on Brinks of Second Bailout for Banks, lorsque tu as un bail-out, un renflouement d'une banque, c'est la nationalisation des pertes d'une banque. C'est-à-dire que ce sont tous les habitants d'un pays qui en payent les conséquences avec de l'argent fraîchement émis qui va dévaluer l'ensemble de leur travail. Alors que lorsqu'une banque gagne de l'argent, tu as de la privatisation de leur profit et ça, on n'en touche pas
un rond. Et est-ce que tu vas résoudre le problème de la privatisation, des gains de productivité? Tu as besoin d'inflation dans les monnaies traditionnelles. Sans ça, les dettes deviennent irremboursables. Si la nature des choses était respectée, notre argent gagnerait en pouvoir d'achat au fil que les nouvelles technologies nous rendent plus productives. Ou encore, est-ce que les gouvernements vont arrêter de la course vers le plus de contrôle, les CBDC ou le contrôle sur la population via l'argent? Par exemple, en Iran, où le régime a passé des lois d'autodéduction de l'argent des comptes en banque des femmes qui ne respectent pas le voile via de l'IA et de la surveillance vidéo. Et pour finir, est-ce que les salaires vont être indexés sur la réelle inflation? J'en doute. Si tu veux savoir comment est calculé le chiffre de l'inflation, tu vas être bluffé de regarder cette vidéo. Bien sûr, avant de cliquer sur cette vidéo, n'oublie pas de liker celle que tu es en train de voir, de t'abonner à ma chaîne, de la commenter et de la partager. Ciao!